Azalaï Hotel vous offre Eco Hebdo. Azalaï Hotel, l'Afrique vous accueille. Mesdames, Messieurs, bonsoir, merci de nous suivre depuis le Chevaux sur la panafricaine Africable Télévision et bienvenue à ce numéro de Eco Hebdo. Bienvenue. Comme dans chaque numéro de Eco Hebdo, nous allons commencer par le tour traditionnel de l'actualité économique, un commentaire signé Oussouf Diagola. Nouvelles données du FMI, les projections de croissance de la région Afrique reculent de 0,9% sur 7 octobre 2014, se situant désormais à 4,9%, ce en raison de la baisse des prix du pétrole. Le Nigeria, première économie du continent, devrait subir la plus grosse pression avec une perte de 2,5% de points sur les anticipations de croissance qu'on lui affectait en octobre 2014. L'Afrique du Sud, elle, perd juste 0,2%. Il faut cependant rappeler que le FMI a revisé ses perspectives économiques global pour le continent africain dans un contexte pourtant marqué par la reprise de l'économie américaine et donc du dollar, principale monnaie de réserve de change pour ces pays. En visite au Cameroun, le ministre chinois des Affaires étrangères a évoqué le 13 janvier l'ouverture d'ici la fin de l'année 2015 d'une succursale de la banque chinoise d'import-export. Exim Bank est l'institution financière publique qui fait office de bras séculier des investissements chinois à l'étranger. Exim Bank of China est devenue le principal pourvoyeur de fonds du Cameroun. Elle a injecté pas moins de 536 milliards de francs CFA pour la réalisation de différentes infrastructures dans les domaines aussi variés que l'énergie, la route, les télécommunications, les transports, très loin par exemple de l'Agence française de développement dont le montant de l'enveloppe de l'aide se situe à seulement 105 milliards de francs CFA. Encore une fois, merci et bienvenue sur la panafricaine Africable la télévision. Nous allons commencer cette émission par le Mali où le ministre ivoirien des Transports est en visite à Bamako. Il a été notamment reçu par son homologue malien des Transports. Au cours de cette rencontre, les échanges ont notamment porté sur les solutions consensuelles aux obstacles liés à la fluidité du transport et du trafic, sur le corridor Bamako-Abidjan et notamment au développement sans relâche des infrastructures des transports. Abdoulaye Omaïga, Dauda Doumia pour le reportage. Rechercher des solutions consensuelles aux obstacles liés à la fluidité du trafic sur le corridor Bamako-Abidjan et au développement sans relâche des infrastructures de transport, c'est l'objectif de la visite du ministre ivoirien des Transports au Mali. Pour les autorités ivoiriennes, il est nécessaire que les deux pays commencent à travailler sur les programmes communs car selon les responsables ivoiriens du département des transports, l'intégration ne doit plus être un vain mot. Pour nous, l'intégration ne sera au niveau des populations que lorsque les infrastructures de base seront mises en place, notamment les infrastructures ferroviaires, routières et aériennes. C'est dans ce sens que je n'ai pas hésité à faire le déplacement pour que effectivement nous puissions échanger. S'il est vrai que des efforts importants ont été consentis sur le plan législatif et réglementaire en vue de faciliter les transports et de bâtir des infrastructures routières, il n'en demeure pas moins que beaucoup reste à faire, a mentionné le ministre malien des Transports. Le chemin reste encore long pour améliorer davantage les échanges entre les deux pays. Pour ce faire, nous devons travailler davantage pour traduire, comme vous l'avez dit tout à l'heure, en actes concrets les visions de leur Excellence, M. Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire, et Ibrahima Boubacar Keïta, président de la République du Mali. Au cours de cette rencontre, les échanges ont été surtout portés sur la route Zanké-Bougou-Kolongueba, frontière Côte d'Ivoire-Tengrela, Bougouni-Ngarlo-Mankoro, frontière Côte d'Ivoire-Odiéné et l'interconnexion ferroviaire Bamako-Bougouni-San Pedro, Bougouni-Sikasso-Wangolo-Dougou.
Vous venez de suivre avec nous ce reportage. Je rappelle aux fidèles téléspectateurs que nous recevons comme invité sur ce plateau monsieur le docteur Abou Draman Coulibaly. Docteur, bonsoir. Bonjour, monsieur. Merci encore une fois de l'honneur que vous nous faites. Vous n'êtes pas à votre premier passage sur le plateau d'Eco Hebdo. C'est avec un grand plaisir également que j'honore également cette invitation. Merci, docteur. Alors, vous venez de suivre avec nous ce reportage. L'axe Bamako-Abidjan, avec cette visite du ministre ivoirien en charge des transports, qu'est-ce que cela vous inspire? Je suis tout à fait satisfait de l'initiative que vient de entreprendre le ministre du Transport de la Côte d'Ivoire. Et je pense que cette visite est même d'ailleurs tardive. Si nous regardons pratiquement la fin de la crise post-électorale en Côte d'Ivoire depuis 2010, on aurait pu comprendre que le ministre soit venu à Bamako depuis 2011. Mais cela pourrait s'expliquer pour plusieurs raisons en réalité. Il faut rappeler que le port d'Abidjan était la principale destination des routiers maliens avant la crise de 2002. Mais avec la crise de 2002 qui a duré 10 ans, il y a eu notamment des facteurs endogènes et exogènes qui ont contrarié notamment les flux routiers entre Bamako et Dakar. Et Bamako et Abidjan, excusez-moi. Parmi ces obstacles, on peut citer par exemple l'état des routes. Parce qu'il faut reconnaître que le réseau routier dans le nord de la Côte d'Ivoire avait connu notamment beaucoup de retards. Et la Côte d'Ivoire a lancé un programme de reconstruction dans le nord, notamment sur l'axe Faïké-Sédougou-Wangolo, qui est un axe tout à fait important pour accéder à Zégoua, pour arriver à Bamako. La Côte d'Ivoire a engagé des réformes sur ce plan routier pour pouvoir permettre alors que la fluidité soit assurée à ce niveau-là. L'autre aspect, il y a eu beaucoup de réformes en Côte d'Ivoire en ce qui concerne les forces de défense et de sécurité. Pour que véritablement la question liée aux raquettes soit totalement bannie et supprimée dans le milieu militaire. Et aujourd'hui, avec notamment le civisme qui s'est développé depuis l'arrivée de M. Ouattara en Côte d'Ivoire, je pense évidemment que cela est salutaire. Voilà autant de facteurs qui font qu'aujourd'hui, toutes les conditions sont réunies pour pouvoir notamment encourager le retour des routiers maliens sur Abidjan. Et je pense que cette visite est tout à fait opportune et elle arrive à bon moment. Une visite qui arrive au bon moment, je vous l'accorde, docteur, mais un constat est là, c'est que très généralement, les transporteurs se plaignent des tracasseries remarquées tout au long des corridors. Qu'est-ce qui pourrait expliquer ces tracasseries et quels sont aujourd'hui les mécanismes que nous pourrons éventuellement mettre en place? Je vais parler des deux États pour éventuellement atténuer l'effet de ces tracasseries. En réalité, le problème en fait est de plusieurs autres. D'abord, le problème était d'ordre réglementaire. Parce que la directive d'abord de l'UEMOA, dans le cadre de l'harmonisation de la fiscalité douanière, n'avait pas abordé toutes ces questions en réalité. Et l'autre obstacle est lié notamment au comportement des hommes, notamment les mentalités. Quelles que soient les règles, quelles que soient les instructions qui existent, on aura tous des hommes qui vont toujours dérober à ces règles. Et ça, c'est une réalité. Mais aujourd'hui, le contexte est tout à fait nouveau. Parce que n'oubliez pas que les deux États, la Côte d'Ivoire et le Mali, font partie de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, la CEDEAO. Vous avez ce qu'on appelle le tarif extérieur commun, qui est une forme d'imposition fiscale exonérée entre les États membres de l'UEMOA et de la CEDEAO également, qui permet d'encourager le trafic intracommunautaire par rapport au trafic extra-communautaire. Aujourd'hui, il est possible, par exemple, pour un routier malien qui va sur la Côte d'Ivoire, qui va sur Abidjan, d'être exonéré d'un certain nombre de tarifs douaniers. Et je pense que les conditions sont tout à fait réunies pour pouvoir notamment relancer le corridor Bamako-Abidjan. Et je pense que c'est tout à fait justifié. Merci, docteur Abou Draman Coulibaly. Je rappelle que vous êtes le directeur exécutif du CERPA. Le CERPA, c'est le Centre d'évaluation et des réformes des politiques publiques en Afrique. Du Mali, nous allons partir directement au Sénégal avec cette visite de 112 heures de la directrice générale du FMI, le Fonds monétaire international. Christine Lagarde a rencontré notamment les plus hautes autorités du Sénégal. Les échanges ont porté notamment sur les questions économiques et les perspectives mondiales ainsi que le plan Sénégal émergent. Reportage de nos confrères de la RTS. Lagarde, la patronne du Fonds monétaire international. Une visite officielle pour accompagner un pays sur une dynamique d'émergence et récompenser les efforts de croissance économique déployés par l'État du Sénégal depuis plus de 12 ans, sous le leadership du président Macky Sall. Aujourd'hui, le FMI approuve la politique économique du chef de l'État. Une vision traduite à travers le plan Sénégal émergent qui a séduit la directrice générale du FMI,
qui s'engage à soutenir le PSE. Je crois que dans le PSE, qui est ambitieux, qui prévoit un doublement de la croissance, on trouve en germe les éléments d'une croissance solidaire, c'est-à-dire d'une croissance qui vise à réduire la pauvreté, qui vise à inclure la jeunesse, qui vise à inclure les hommes et les femmes dans la vie économique et qui permettent aussi l'encouragement aux investissements, fussent-ils étrangers. Donc dans ces conditions, nous sommes évidemment en soutien de ce plan s'il repose effectivement sur des réformes indispensables dont nous nous sommes entretenus avec Monsieur le Président. Un soutien qui nécessite des réformes majeures en termes de bonne gouvernance. Là-dessus, le Sénégal constitue un modèle, puisqu'avec l'avènement de la 12e alternance, le défi d'une gestion sobre et vertueuse des affaires publiques est en train d'être relevé. La preuve par des actes forts posés par le président Macky Sall. Le plan Sénégal, ce n'est pas seulement les projets, c'est aussi les réformes qui accompagnent ces projets. Nous avons engagé ces réformes dans un certain nombre de secteurs. Nous allons les poursuivre sur la gouvernance. Vous savez qu'en matière de gouvernance, nous avons non seulement fait voter une nouvelle loi qui fait obligation à l'ensemble des gestionnaires publics de faire une déclaration de patrimoine, et nous avons aussi mis en place un office de répression contre la fraude et la corruption, l'OFNAC, qui a des moyens étendus et qui donne ses rapports directement à la justice, sans passer par l'exécutif. C'est dire que nous essayons d'encadrer la gouvernance de façon à créer les conditions d'une mise en œuvre réussie du PSE. Le soutien du FMI est donc acquis, puisque toutes ces préoccupations relatives à un mode de gouvernance transparent sont déjà prises en charge par l'État sénégalais. À partir d'aujourd'hui, le processus est lancé, le FMI s'engage. Monsieur le Président, je tiens à vous assurer de ce que le Fonds monétaire international, qui a été un partenaire du Sénégal depuis maintenant 50 ans, sera à nouveau à votre demande, à vos côtés, pour suivre la mise en œuvre des politiques économiques dans le cadre de ce plan Sénégal émergent et que nous saurons trouver les moyens et les délais dans lesquels nous pourrons utilement vous soutenir dans cette grande ambition et vous accompagner dans le cadrage macroéconomique, dans le cadrage budgétaire qui a été très bien conclu dans le cadre du dernier programme qui s'est achevé en décembre dernier. Autre motif de satisfaction, la mobilisation des ressources pour le financement du PSE. Là-dessus, le premier objectif sur un an a été atteint et même dépassé. La communauté internationale en phase avec le président Sall. Le PSE, vous le savez, c'est sur 20 ans. On parle d'émergence à l'horizon 2035. D'ici 2035, nous avons subdivisé le plan en 2 plans décennaux, lesquels ont été subdivisés en programme d'action prioritaire quinquennal. C'est ce PAP qui a fait l'objet de financement à hauteur de 20 millions de dollars américains, et pour lesquels donc de 2014 à 2018, nous nous attelons à la mise en œuvre. En une année, nous avons pu mobiliser plus de 26% des engagements financiers totaux qui ont été pris à Paris, alors que l'objectif était de l'ordre de 19 à 20%. L'ambition du plan Sénégal émergent est avant tout de favoriser le développement économique et social du pays. En augmentant la croissance, le PSE intègre la politique sociale du chef de l'État pour permettre à chaque citoyen de bénéficier des fruits de la croissance avec un partage équitable des richesses, bref, assurer une justice sociale. C'est sur cette note positive que Christine Lagarde a pris congé du chef de l'État. Cela faisait quand même 15 ans à Aboudraman Koulibaly qu'un directeur du FMI, du Fonds monétaire international, n'a pas fait une visite à Dakar. Un signal fort pour une coopération excellente. Oui, un signal très fort. Et je dirais que cette visite est notamment une étape décisive si nous devons faire un diagnostic de la politique du Fonds monétaire international en Afrique. Parce que n'oubliez pas que le Fonds monétaire international a été à la base des programmes d'ajustement structurel. Et ces politiques d'ajustement structurel qui ont été élaborées notamment vers la fin de la décennie 70. Et le Sénégal était le premier laboratoire d'expérimentation en Afrique noire francophone, n'oubliez pas cela. C'était notamment lors de la présidence d'Abdou Diouf, juste après le départ de Senghor. Le Sénégal a été la vitrine, le Sénégal qui a inauguré cette politique d'ajustement structurel, et le Sénégal aujourd'hui en train d'inaugurer ce qu'on appelle le plan Sénégal émergent.
Le plan Sénégal émergent repose la problématique des politiques publiques en Afrique. Aujourd'hui, quelle politique publique en Afrique et quelle source de financement? Voilà autant les questions que nous nous posons aujourd'hui. Le Fonds monétaire international aujourd'hui est dans une logique aujourd'hui de recherche d'une légitimité internationale. N'oubliez pas toute cette polémique qui a marqué les 50 ans de la vie de l'institution lorsque nous étions notamment au cinquantenaire de la création du Fonds monétaire international. Parce qu'il y a eu beaucoup... Mais Dr Coulibaly, une chose est quand même évidente, il faudrait également le reconnaître. À chaque fois que des résultats probants sont obtenus, le FMI est quand même premier à le reconnaître et à le féliciter, notamment avec ce projet ambitieux qu'est le PSE au Sénégal. Ils l'ont dit, ils l'approuvent et en même temps, ils vont même l'accompagner. Oui, effectivement, ils vont l'accompagner. Ils vont l'accompagner. Et l'approche tout à fait innovante de la démarche de Mme Christine Lagarde, je me le permets, c'est que Christine Lagarde, lorsqu'elle arrive dans le cadre d'une visite dans un pays, elle rencontre d'abord l'exécutif, le président public, elle rencontre également le monde économique, elle rencontre également les représentants également du peuple qui sont incarnés par les députés de l'Assemblée nationale. C'est une approche tout à fait innovante qu'on n'a jamais vue avec la directeur président du Fonds monétaire international. Ce dont nous parlons en réalité, cette assistance du Fonds monétaire international doit se faire dans une approche communautaire. Que vaut un plan du Sénégal émergent fort avec une Guinée-Bissau en crise, avec une Gambie en manque de stabilité politique, avec toute une sous-région instable? D'où la question de la régionalisation des politiques publiques. Le Mali a un plan émergent. La Côte d'Ivoire est en train de mettre en place un plan émergent. Le Sénégal est en train de mettre en place un plan émergent. Autant de pays africains qui sont en train de mettre les plans émergents. Pourquoi ne pas créer un observatoire à l'échelle africaine permettant de coordonner toutes ces politiques en matière de politique publique en réalité? Je suis d'avis, mais également il faut reconnaître le Sénégal, il n'y a pas longtemps, a été reconnu comme étant un pays qui a quand même une politique fiscale assez adaptée au contexte actuel. Aujourd'hui, la visite de Christine Lagarde au Sénégal, cela dénote de la qualité quand même, de la bonne gouvernance. Il a dit le président Macky Sall, il y a même une loi qui a été votée, et une loi qui va permettre aux décideurs, sinon aux managers des deniers publics, de faire une déclaration des biens. OFNAC, une office qui a été mise en place également. Effectivement, les indicateurs sont verts. Gage de bonne gouvernance. Évidemment, les indicateurs sont verts depuis l'arrivée de Macky Sall au pouvoir au Sénégal. Il y a beaucoup de réformes structurelles qui ont été faites en ce qui concerne la gouvernance institutionnelle des structures de l'État. La déclaration du patrimoine de l'État, je pense que est une bonne décision. Un impératif aujourd'hui, c'est même un impératif aujourd'hui. Dans chaque État africain, nous devons avoir un tel mécanisme. C'est même un impératif qui doit être institué comme directive communautaire de l'UEMOA, de la CEDEAO et pourquoi pas de l'Union africaine. C'est-à-dire que tous les responsables des structures de l'État, les gestionnaires publics doivent déclarer leur patrimoine avant notamment d'accéder notamment aux postes de responsabilité. Et j'irai plus loin pour dire exactement, ils doivent prêter serment. Et la particularité, c'est que OFNAC peut saisir la justice directement sans passer par l'exécutif. Évidemment, c'est tout à fait normal. C'est une innovation. C'est tout à fait normal où le juge peut auto-saisir. Nous connaissons cette approche ici au Mali, avec l'approche du bureau du directeur général et le pôle financier, qui essaie quand même d'avoir une originalité, notamment dans la répression de la délinquance financière au Mali. Et je pense que le Sénégal également, en entamant cette voie, cela peut être un cas d'école pour beaucoup de pays africains qui sont en mal aujourd'hui d'une gouvernance qui constitue de l'éthique et de la morale exemplaire. Docteur Coulibaly, Madame Christine Lagarde a saisi cette opportunité pour également annoncer que très bientôt, courant en début de mois de février, elle va soumettre au Conseil d'administration du Fonds monétaire international un programme d'aide aux 3 pays touchés par la maladie à virus Ebola. Vous vous souvenez, il y avait eu une première aide qui avait été quand même une aide ultra concessionnelle jusqu'à 0% d'intérêt. Mais cette fois-ci, elle va soumettre un autre projet d'aide au conseil d'administration du FMI. Vous trouvez cela salutaire ou... Tout à fait salutaire. Je pense que tout à fait salutaire. Et je pense que ces 2 pays, au-delà même des aides ultra-concessionnaires, j'aurais même souhaité que la communauté internationale se mobilise sous forme de dons. Parce qu'il faut aider la Guinée-Conakry, il faut aider le Libéria, il faut aider la Sierra Leone à sortir notamment de cette situation. Il faut rappeler que la première aide s'élevait à un montant de 130 millions de dollars et cette fois-ci c'est 160 millions de dollars. Oui, parce que la première aide a été faite à partir des prévisions de l'OMS, n'oubliez pas cela. Parce que dans les prévisions de l'OMS, en réalité, la crise à maladie Ebola devait notamment être stabilisée au plus tard, je dirais en fait, au plus tard dans le dernier trimestre de l'année 2014. Mais nous sommes aujourd'hui en 2015. En février, on a encore des signaux qui montrent qu'il est vrai qu'il y a une progression globale.
mais le virus n'a pas totalement disparu. Donc les prévisions économiques encore pour 2015 restent encore tout à fait dans l'incertitude. Je pense que le Fonds monétaire international doit pouvoir engager des réformes structurelles dans ces États, en leur permettant notamment dans le cas des accords bilatéraux que ces États ont avec les différents partenaires, de voir comment le Fonds peut leur apporter un appui budgétaire, même pourquoi pas l'effacement total de la dette pour permettre à ces États de rebondir par rapport à 2015. Il y en a qui en parlent déjà. Vous trouvez ce mécanisme probant? Si, je pense que c'est un mécanisme qui est tout à fait normal. C'est faisable. C'est parce que la Guinée-Conakry, la Sierra Leone, le Libéria ne seront pas les seuls pays. Rappelez-vous qu'en 2008, on a eu le jubilé de l'annulation de la dette en 2008. Et je pense que le Club de Paris, qui représente l'ensemble des créanciers publics, et le Club de Londres, qui représente l'ensemble des créanciers privés, ne diront pas le contraire. Parce que c'est deux pays qui ont souffert du martyre pendant cette année 2014 aujourd'hui. Et nous pensons à toutes ces familles, et nous pensons également aux efforts que fait de façon permanente et de façon régulière les responsables de ces trois États. Et la communauté internationale doit leur apporter un signal fort en effaçant totalement leurs dettes. Et je pense que ça serait une bonne décision, même si c'est un cas d'école qui plus tard peut remettre en cause la question de la légitimité de la dette. Justement, il y en a qui craignent la jurisprudence. Oui, c'est vrai qu'il faut commencer quelque part. On n'a pas le choix. Mais aujourd'hui, ces trois États sont dans une situation très difficile. Et on était tous témoins des efforts au plan budgétaire. Absolument, c'est des pays qui ont vous imaginez un pays, par exemple, un pays comme la Guinée-Conakry, qui avait des prévisions de croissance économique de 5%, 6% en 2014. Ouais. Le Colombe revoit ses prévisions jusqu'à 2%. Vous imaginez ce que ça fait pour un pays. Hein? Donc je pense évidemment que l'appui budgétaire, ça serait tout à fait salutaire. Voilà. Tout à fait salutaire. On parlait du président Macky Sall. Nous allons rester avec le président sénégalais qui vient d'être élu à la tête du NEPAD. Il faut le rappeler, le sommet de l'Union africaine à Addis Abeba a vu l'élection par ses pairs du président sénégalais Macky Sall à la tête de ce nouveau partenariat pour le développement de l'Afrique NEPAD. C'était au cours de la 28e session du comité d'orientation des chefs d'État et du gouvernement du NEPAD. Reportage. C'était lors du 20e sommet de l'Union africaine que le président Macky Sall a été élu président du comité d'orientation des chefs d'État et de gouvernement du nouveau partenariat pour le développement de l'Afrique. Après son élection qui confirme son leadership en Afrique, face aux lenteurs de l'exécution des projets, le président Macky Sall s'est engagé à inverser la tendance à travers la recherche des financements innovants pour le projet phare, notamment dans le domaine des infrastructures et le programme de développement de l'agriculture. Les chefs d'État ont salué le leadership du président Macky Sall qui a permis la participation et l'engagement des partenaires financiers internationaux comme la Banque mondiale pour le financement des 16 projets prioritaires du NEPAD. L'agenda de Dakar pour la recherche de financement des projets a permis le passage de la phase de conceptualisation du NEPAD à sa phase de mise en œuvre. Pour ce qui est du programme de développement de l'agriculture, un comité a été mis en place pour le suivi de la mise en œuvre du plan d'action. Des projets ont été également enregistrés dans les domaines de l'éducation et de la formation. Les chefs d'État africains, grâce au leadership et à la grande sagacité du président Macky Sall, n'ont pas hésité une fois à le réélire à l'unanimité à la tête du NEPAD pour qu'il puisse continuer sa mission au service du continent. Élu à l'unanimité par ses pairs, confirmation d'un leadership d'un chef d'État. Oui, confirmation d'un leadership, parce que je l'ai dit, les résultats quand même au plan interne au Sénégal sont encourageants. Et je pense que le modèle sénégalais en matière de gestion économique peut être internationalisé pour tous les 53 autres États africains. Et je crois qu'en étant à la présence du NEPAD, le Sénégal va notamment mieux représenter le continent africain en termes de bonne gouvernance. Et je pense que c'est une très bonne décision. Une très bonne décision, Dr Coulibaly. L'intérêt du NEPAD réside notamment dans son originalité, du fait que c'est quand même une réflexion entièrement africaine, mais cependant il y a un problème qui persiste, c'est les ressources. Comment le président sénégalais compte-t-il s'y prendre? Comment? Oui, je pense que la solution est tout à fait facile. Parce qu'à l'époque, ouais, ce qui s'est passé, l'une des causes de retard dans l'avancement du NEPAD était le fait que on ne s'est pas appuyé sur la politique de régionalisation. L'Afrique a cette richesse, a cette chance d'avoir des grands espaces économiques régionaux. Vous avez la CEDEAO dans l'espace ouest africain,
vous avez la CEMAC dans l'espace Afrique centrale, vous avez la SADC dans l'espace Afrique de l'Est. Ouais, donc ces grands espaces régionaux doivent être des leviers puissants à partir desquels le Népal doit pouvoir s'appuyer pour pouvoir normalement relancer la croissance économique notamment en Afrique. De 2001 jusqu'aujourd'hui en 2015, ça fait 14 ans. Nous sommes dans cette léthargie parce que la majeure partie des plans étaient encore dans la phase de conceptualisation. Aujourd'hui, il faut passer à une autre vitesse au niveau de la phase d'opérationnalisation. Donc, il est donc important, si le président Macky Sall veut réussir son mandat, d'associer notamment les grands espaces économiques régionaux, comme la CEDEAO, dont déjà le modèle d'intégration aujourd'hui fait cas d'école pour toutes les autres parties de l'Afrique. La CEDEAO doit être impliquée, la CEMAC doit être impliquée, pour permettre alors au Népal de pouvoir concrétiser ces 16 projets. Parce qu'en réalité, lorsque vous regardez les 16 projets dont le Népal parle, les 16 projets notamment s'appuient sur la base. Il faut le rappeler, c'est des projets intégrateurs. C'est des projets intégrateurs à caractère infrastructurel, des projets qui ont été notamment sélectionnés et identifiés sur toute l'étendue du continent africain. Mais ces projets, en réalité, lorsque vous regardez ces projets, vous vous rendez compte effectivement qu'à part la BAD, la majeure partie des institutions sont des institutions qui sont non africaines. Et cela pose la question du panafricanisme. Est-ce que véritablement peut-on faire le bonheur des Africains sans les Africains? Cela est une question tout à fait essentielle. C'est raison pour laquelle au même moment, je me demande, est-ce qu'ils pourront mettre en place ces projets intégrateurs innovants sans pour autant quand même avoir une coopération assez ouverte avec notamment le G8, le G20 et même les pays du BRIC? Oui, on n'exclut pas cela. Nous sommes dans un monde mondialisé, c'est tout à fait normal. Mais il est important de comprendre qu'il faut impliquer les structures africaines pour tout ce qui concerne la gouvernance. Vous trouvez qu'elles ne sont pas suffisamment impliquées? Je crois bien qu'elles ne sont pas impliquées. Parce qu'en réalité, lorsque vous regardez, aujourd'hui on parle notamment de la mise en place d'une forme d'interposition en Afrique de l'Est. Mais c'est des programmes qui ont existé depuis le mandat de Obasanjo, qui était dans les tiroirs de l'Union africaine. Et qu'on a ressorti avec la résurgence notamment des groupes armés en Afrique de l'Est, avec notamment le mouvement des Shabazz somaliens. Et je pense évidemment qu'il est important aujourd'hui qu'on puisse programmer le développement en s'appuyant sur les structures régionales en Afrique. Et c'est même l'exemple le plus évident, c'est l'ONU. Quand l'ONU règle les conflits en Afrique, qu'est-ce que l'ONU fait? L'ONU s'appuie toujours sur les instances régionales. Parce qu'on suppose que ces instances régionales ont une expertise locale, connaissent mieux le terrain pour pouvoir apporter des solutions tout à fait locales, régionales et adaptées aux problèmes qui sont régionaux. Et je pense que le Népal peut s'inspirer de ce modèle-là pour avancer. Il faut quand même rappeler que lors de ce sommet, il a été question du Boko Haram, de la lutte contre le Boko Haram. Notamment, nous avons remarqué une mobilisation générale contre cette secte. Le mot d'ordre a été que l'Union africaine mette en place quand même une force de réaction rapide qui va quand même s'attaquer à ce mal-là qui gangrène l'Afrique, notamment des pays qui sont fortement touchés, comme le Nigeria. Et aujourd'hui, nous constatons quand même une certaine mobilisation. Il y a les forces tchadiennes, il y a les Camerounais qui sont au front, ainsi de suite. Il va y en avoir d'autres, bien sûr. Oui, il y aura d'autres. Et je pense que c'est l'occasion pour l'Afrique, notamment, d'engager des réformes structurelles en ce qui concerne les forces de défense et de sécurité. Je ne souhaiterais pas que le cas de Boko Haram soit traité de façon conjoncturelle. Il faut une force d'interposition réactive à caractère durable en Afrique. C'est très important. Parce qu'aujourd'hui, lorsque nous parlons de l'Union européenne, nous parlons des États-Unis, tous ces continents ont bâti leur prospérité. Et la précision et le détail, c'est une force multinationale qui va être composée de 7500 hommes. Oui, 7500 hommes, mais qui concernent essentiellement des pays d'Afrique de l'Est. Et c'est un pays, je dirais en fait un pays d'Afrique centrale. Mais aujourd'hui, le Nigeria, l'Afrique de l'Ouest. Oui, le Nigeria. Mais lorsque vous regardez le contingent nigérien, c'est vrai. Mais on aurait pu avoir plus de 7500 hommes. Lorsque nous regardons quand même l'effectif des forces armées en Afrique. Ce n'est qu'un début, docteur Koulibaly. Je vous remercie. Nous sommes malheureusement au terme de cette émission. Voilà. Ce n'est que partie remise. Voilà. Nous aurons certainement d'autres occasions pour débattre de ces sujets que nous jugeons cruciaux. Quant à vous, je vous remercie également d'avoir été des nôtres. Merci pour votre constante fidélité au programme de la Pan-Africaine Africa Télévision. Tout le plaisir était le mien de vous présenter ce numéro. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour d'autres actualités économiques. Merci et bonsoir.
Azalaï Hotel vous a offert Eco Hebdo. Azalaï Hotel, l'Afrique vous accueille.